Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui intitulé Les techniques séro-immunologiques. Avant d'entamer les différentes techniques séro-immunologiques, on va commencer d'abord par les antigènes parasitaires. Alors, commençons d'abord par des généralités. Donc, les antigènes parasitaires sont complexes et présentent de nombreuses fractions antigéniques. Donc, le terme de mosaïque antigénique a été employé pour désigner cette complexité. Donc, l'analyse immunoélectrophorétique a montré que dans un antigène, on a jusqu'à 60 fractions antigéniques qui n'ont pas la même valeur spécifique. Donc, un antigène est un complexe. Il est composé par plusieurs fractions antigéniques. On peut avoir jusqu'à 60 fractions antigéniques. Pour obtenir et différencier ces fractions antigéniques, on fait l'analyse immunoélectrophorétique. Beaucoup de ces fractions sont retrouvées chez d'autres parasites qui sont du même embranchement ou espèces et même au niveau de d'autres organismes, virus, bactéries et champignons. On parle de la communauté antigénique. Ceci est à l'origine de réactions croisées dans le diagnostic des parasitoses et des mycoses. Définition. Les antigènes sont définis comme étant des substances chimiques complexes capables d'induire une réponse immunitaire spécifique. Ils sont définis par deux propriétés. La première propriété, c'est la spécificité, qui est la propriété qui a un antigène de se combiner avec une population hétérogène d'anticorps, soit une population de récepteurs de lymphocytes. La deuxième propriété, c'est l'immunogénicité. C'est la capacité d'un antigène d'induire chez un animal donné une réponse immunitaire. La nature de l'antigène. On a déjà dit que l'antigène est un complexe qui est composé de plusieurs fractions antigéniques. Alors, ces différentes fractions sont de nature protéique, lipoprotéique, glycoprotéique ou glycolipoprotéique ou des polyosides, des sucres, des aminosides. Par exemple, on prend l'Ascaris lumbricoides qui est composé de 5 fractions majeures qui ont été isolées, dont une est de nature protéique et 4 de nature glycoprotéique. L'Echinococcus granulosus, il est composé de 33 fractions antigéniques de nature protéique, glycoprotéique, lipoprotéique et glycolipoprotéique, dont la fraction 5 est la fraction majeure. Les différents antigènes parasitaires. Alors, premièrement, les antigènes figurés. Donc, quand on dit antigène figuré, on désigne la totalité du parasite. On distingue les antigènes figurés vivants et les antigènes figurés morts ou fixés. Alors, en ce qui concerne les antigènes vivants, l'emploi d'antigènes vivants constitue un aspect particulier de la sérologie parasitaire. Le principe général consiste à mettre en présence le sérum suspect et le parasite vivant entier ou une forme larvaire du parasite et bien sûr d'observer les modifications éventuelles, soit immobilisation, soit formation de précipité, soit une lyse. Ces réactions possèdent en général une bonne sensibilité et spécificité, mais nécessitent un entretien de souche dans le laboratoire. On va donner des exemples. La toxoplasmose avec le dye test ou le test de lyse, la schistosomiase. Alors, le cas où on utilise le Fircocercaire vivant dans la réaction de Vogel-Minning ou la réaction d'Oliver-Gonzalez en utilisant le miracidium avec formation des précipités digitiformes. Pour la trichinellose ou la trichinellose, on a le test de Roth, larve enquistée dans un muscle avec formation des précipités. Les antigènes figurés fixés ou morts, on peut utiliser un antigène entier lorsqu'il s'agit de protozoaires ou une partie helminth, par exemple, en faisant des coupes de 5 microns à la congélation à moins 20 degrés. Deuxième type des antigènes, alors on a les antigènes solubles. Donc, les antigènes solubles sont soit métaboliques ou somatiques. Alors, métaboliques sont produites par le parasite, c'est-à-dire c'est un antigène d'excrétion et de sécrétion des parasites. Deuxièmement, les antigènes somatiques
constitutif des parasites ou de champignons, c'est-à-dire c'est une partie du parasite obtenue par broyage. On distingue deux types d'antigènes somatiques. On a les antigènes homologues. On utilise pour le test le même antigène qui a donné la maladie. Par exemple, antigène diagnostic d'Entamoeba histolytica histolytica, on utilise l'antigène Entamoeba histolytica histolytica. Les antigènes hétérologues, on utilise un autre antigène pour le diagnostic à condition qu'on a une communauté antigénique. Par exemple, on utilise pour le diagnostic d'Entamoeba histolytica histolytica un antigène d'Entamoeba coli. Les techniques utilisées dans le diagnostic immunologique des parasitoses et des mycoses. Introduction. En fonction du type d'antigène utilisé, que ce soit figuré ou soluble, on doit distinguer les méthodes à antigène figuré où le réactif antigénique est constitué par le parasite lui-même ou, dans les cas des métazoaires, par un fragment parasitaire, et les réactions à antigènes solubles pratiquées à partir des extraits parasitaires. Nous détaillerons ici que celles de ces méthodes qui sont encore couramment utilisées et présentent plusieurs applications en parasitologie. Dans chaque cas, nous rappelons le principe de la technique et puis nous indiquerons de façon détaillée les étapes de sa réalisation, les avantages et les inconvénients du test, ainsi les conditions d'interprétation des résultats. Quelles sont les différentes indications des techniques séro-immunologiques en parasitologie et en mycologie? Donc, on fait le recours aux techniques séro-immunologiques quand le diagnostic parasitaire avec la mise en évidence du parasite donc, est impossible ou difficile. Par exemple, la localisation tissulaire, comme exemple l'idatidose, la phase de migration larvaire au cours de douve ou d'ascaris, préciser le stade évolutif d'une parasitose comme au cours de la toxoplasmose, la surveillance post-thérapeutique, l'amébose hépatique, le diagnostic des parasitoses ou des mycoses disséminées comme les aspergilloses invasives, comme les candidoses invasives, comme la cryptococcose. Aucune technique n'est parfaite, donc il faut toujours associer au minimum deux techniques de dépistage, une quantitative et l'autre qualitative. Alors, si discordance, on fait le recours à une autre technique de confirmation. Alors, c'est quoi le seuil d'une technique? Le seuil d'un test est la valeur à laquelle on décide qu'il devient positif. La réaction croisée, c'est une réactivité d'un anticorps vis-à-vis d'un antigène différent de celui qui a suscité son apparition. Faux positif représente le nombre d'individus non malades avec un test positif. Donc, faux négatif représente le nombre d'individus malades avec un test négatif. La sensibilité, c'est une probabilité que le test soit positif si la maladie est présente. La spécificité, c'est la probabilité d'obtenir un test négatif chez le non-malade. Alors, commençons à détailler ces différentes techniques séro-immunologiques une par une. On va commencer par l'immunofluorescence. Alors, l'immunofluorescence est une technique sérologique applicable à la plupart des maladies parasitaires. Elle permet soit d'identifier un antigène à l'aide d'un sérum d'anticorps connu, dans ce cas-là, on parle d'immunofluorescence directe, soit de rechercher et titrer un anticorps à l'aide d'un antigène connu. On parle dans ce cas-là d'immunofluorescence indirecte. L'immunofluorescence directe, son principe consiste à appliquer sur une lame un anticorps fluorescent spécifique qui va se fixer à l'antigène recherché. Observé au microscope à ultraviolet, le parasite sera fluorescent. L'application de l'immunofluorescence directe, alors en parasitologie, on prend des exemples bien sûr. Alors dans l'amibiase, la recherche de l'antigène de l'Entamoeba histolytica dans les différents liquides biologiques.
Dans la toxoplasmose, la recherche des tachyzoïdes dans le placenta, le LCR, le LBA, etc. La cryptosporidiose aussi, elle a une sensibilité spécificité supérieure à la technique de coloration Zinn-Nielsen. Alors en mycologie, alors on va prendre l'exemple de la pneumocystose surtout, donc, et ceci sur des prélèvements du liquide de lavage broncho-alvéolaire. Alors elle utilise les anticorps monoclonaux anti-pneumocystis gyrovicei, dirigés contre les kystes et les formes végétatives. Aussi, elle est appliquée dans les mycoses profondes. L'immunofluorescence indirecte, donc son principe consiste à mettre en présence un antigène figuré connu et le sérum du patient attesté, et puis à révéler dans un deuxième temps les anticorps fixés sur un antigène par un antiglobuline, c'est-à-dire par un anticorps qui est marqué à la fluorescéine. Donc, elle permet la mise en évidence d'anticorps spécifiques dans un sérum. Les avantages de l'immunofluorescence indirecte, elle permet tout d'abord une économie considérable du matériel parasitaire, les résultats étant lus au microscope. Cette technique est aisément applicable à la détection d'anticorps spécifiques appartenant à diverses classes d'immunoglobulines IgG ou IgM. Les inconvénients, la difficulté de réaliser des séries importantes d'examens, l'emploi d'un appareillage spécial souvent onéreux, la difficulté de certaines lectures pour des taux limités. L'application de l'immunofluorescence indirecte. Alors, on va prendre bien sûr des exemples. Alors, on a dit que l'immunofluorescence indirecte, on va rechercher les anticorps en utilisant des antigènes figurés. Alors, dans l'amibiase, le diagnostic de l'amibiase hépatique, l'antigène soit un étalement sur l'âme des amibes, soit c'est des coupes à la congélation de foie d'hamster parasité par l'Entamoeba histolytica. Ça permet un suivi aussi post-thérapeutique. Pour la leishmaniose, ça permet le diagnostic de la leishmaniose viscérale. Dans ce cas-là, l'antigène il est préparé à partir des milieux de culture de Novi, Macni, Nicole, NNN, représentés par les formes promastygotes. Trypanosomiase africaine, en cas surtout de faible parasitémie, la source d'antigène, c'est les formes trypomastygotes de Trypanosoma gambionsae. Pour la trypanosomiase américaine, l'IFI est très utile, donc par examen direct très difficile, la source d'antigène forme épimastygote. Pour la toxoplasmose, avec la mise en évidence et la détection des anticorps de classe IgG, IgM et IgA, la source d'antigène, c'est les souches entretenues sur des soucheries blanches. Pour l'idatidose, alors le diagnostic d'idatidose directe est impossible. Donc la source d'antigène, c'est des coupes à la congélation de Scolex. Ça permet un diagnostic de kyste idatique du foie avec une sensibilité qui dépasse 95%. Et pour le kyste idatique pulmonaire, une sensibilité égale à 60%. Alors, en matière de mycologie, l'immunofluorescence indirecte complète le diagnostic mycologique direct dans les mycoses profondes, aspergillose, candidose, cryptococcose. La source d'antigène, c'est les milieux de culture. Donc, après les techniques d'immunofluorescence, on entame les réactions d'agglutination. Donc, l'agglutination correspond à la formation d'un complexe humain entre les antigènes particuliers sur des parasites, des bactéries, des virus et des anticorps spécifiques. Donc, le principe de ces techniques, donc les réactions d'agglutination mettent en jeu un antigène situé à la surface d'une particule. Donc, cette particule, soit des globules rouges, des micro-organismes, des billes de latex, avec des anticorps. Et comme résultante, il y aura une formation des ponts spécifiques entre antigènes et anticorps. Et par conséquence, les particules, soit des globules rouges ou bien des particules de latex, se réunissent en amas. Donc, quelles sont les diverses catégories d'agglutination? Alors, on distingue deux types d'agglutination. L'agglutination active, dans ce cas-là, l'antigène est naturellement porté par la particule. Alors, on distingue l'agglutination directe, l'ADS, l'ISAGA. Deuxièmement, l'agglutination passive, dans ce cas-là, la particule ne possède pas naturellement l'antigène. On va la greffer chimiquement. Utile pour tester un antigène soluble. Exemple, on a l'hémagglutination passive
et l'agglutination aux particules de la Terre. L'agglutination active, définition. L'agglutination est dite active quand elle résulte d'une union spécifique entre un anticorps agglutinant et un antigène appartenant en propre à la particule. Ces réactions peuvent être effectuées en tube, en microplaques, sur lame. Donc ces réactions peuvent être soit qualitatives. Dans ce cas, on n'a pas besoin de quantifier le taux d'anticorps. Dans ce cas-là, on va seulement voir la réaction anticorps-antigène. La deuxième type de réaction, c'est la quantitative. Alors, dans ce cas-là, on va titrer le taux des anticorps. Alors, dans ces tests, les dilutions successives de l'échantillon dans lequel on souhaite déterminer la quantité d'anticorps sont mélangées à une quantité fixe de l'antigène particulier. Et le mélange dont on parle, c'est le sérum du patient qu'on va lui diluer. Et la dernière dilution du sérum, donnant encore une agglutination nette, permet de déterminer alors le titre du sérum. Donc, dans les techniques d'agglutination active, où on a dit que la particule est déjà liée naturellement à l'antigène, donc on a plusieurs techniques. Premièrement, on a l'ADS, est une technique d'agglutination active, c'est l'agglutination directe sensibilisée. Donc l'antigène utilisé est un parasite entier, mais il doit être tué, soit par formulisation, soit par un traitement des enzymes protéolytiques afin d'augmenter la sensibilité. Le principe, c'est des dilutions du sérum à examiner sont mises en présence de suspension d'antigène dans des plaques de microtitration en nu, comme c'est bien présenté sur la figure. Donc, une réaction d'agglutination positive se traduit par la formation d'un voile d'agglutination, alors qu'une réaction négative se traduit par la formation d'un bouton de précipitation au fond de la cupule. La réaction est quantitative. Le titre du sérum correspond à l'inverse de la plus forte dilution qui donne une agglutination. Donc, les avantages de la technique d'agglutination directe sensibilisée. Donc, on a la grande sensibilité, simple et facile à réaliser, précoce et permet le dépistage dans les enquêtes épidémiologiques. L'inconvénient qu'elle donne de faux positifs, surtout en présence de facteurs rhumatoïdes et des auto-anticorps. Donc, la deuxième technique d'agglutination active, après l'ADS, l'agglutination directe sensibilisée, c'est la réaction du Immunosorbent Agglutination Assay ou l'ISAGA. L'ISAGA est utilisé pour la recherche des IgM, des IgA et des IgE en utilisant des toxoplasmes formolés. Donc des toxoplasmes, c'est-à-dire des antigènes figurés formolés. Le principe d'immunocapture, donc la première étape est une immunocapture. Le fond des puits de plaques de microtitration en nu, donc est sensibilisé par des anticorps monoclonaux humains anti-IgM ou anti-IgA ou anti-IgE. Donc on va mettre au fond de la cupule un anti-anticorps et puis on va les incuber avec le sérum humain. Alors, et ces cupules permettent une capture de ces anticorps, des IgM, des IgA ou des IgE spécifiques, ou non, de Toxoplasma gondii. Après, on fait un lavage. Une suspension de toxoplasme est ajoutée dans les cupules. Une réaction positive se traduit par la formation d'un voile au fond de la cupule et l'importance du voile est liée au titre des IgM, l'indice ISAGA compris entre 0 et 12, et une réaction négative se traduit par la formation d'un bouton de sédimentation. Donc, les avantages de l'ISAGA, c'est une méthode très sensible et très spécifique, ne présente pas d'interférence avec les facteurs rhumatoïdes ni les anticorps antinucléaires. Alors que les inconvénients, c'est très difficile de lire et à l'interpréter. Les résultats négatifs sont sûrs, mais les résultats positifs peuvent être trop sensibles car les IgM restent très longtemps positives. L'agglutination passive, donc l'agglutination réalisée entre un anticorps et un antigène normalement soluble, mais rendue particulière par fixation sur un support figuré. Dans ce cas-là, c'est nous qui va
fixer ces antigènes donc sur la particule, que ce soit une particule de latex ou les hématies. C'est pas comme l'agglutination active où l'antigène il est déjà normalement fixé sur la particule. Alors, les particules de latex de forme sphérique, ce sont généralement des particules de 0,81 microns de diamètre qui sont utilisées. L'antigène est fixé par simple contact sur ces particules afin d'éviter toute agglutination spontanée. On travaille à pH fixe égal à 8,2. Donc, l'agglutination de particules de latex est une technique d'agglutination passive. L'antigène fixé sur les particules de latex, on va incuber une goutte de latex sensibilisée avec une goutte de sérum du patient. Donc, une réaction positive se traduit par la formation d'agglutinat. Une réaction négative, il n'y a pas d'agglutination et la suspension reste homogène et uniforme. Donc, la deuxième technique d'agglutination passive après l'agglutination de particules de latex, c'est l'hémagglutination passive. Hémagglutination, donc, dans ce cas-là, c'est les globules rouges qu'on utilise donc, et qu'on les sensibilise avec des antigènes. Donc, cette technique est sensible et rapide, mais elle est peu spécifique et présente un léger manque de reproductibilité. Elle doit toujours associer à une autre technique et son principe consiste à mettre en présence de diverses dilutions des sérums étudiés et des hématies de mouton jouant le rôle de particules inertes à la surface desquelles ont été fixés des antigènes parasitaires solubles. Donc, après les techniques d'immunofluorescence et les techniques d'agglutination, on passe aux techniques immunoenzymatiques, donc représentées par l'ELISA ou l'enzyme Linked Immunosorbent Assay. Alors, le but, c'est de doser un antigène ou un anticorps. Il s'agit de techniques quantitatives. Son principe est de fixer spécifiquement l'antigène ou l'anticorps à doser sur un support et les complexes humains sont révélés par un anticorps ou un antigène spécifique marqué par une enzyme. Donc, la fixation de l'anticorps à doser, le sérum du patient est testé à une seule dilution, incubé à 37 degrés pendant 30 minutes à 2 heures. Donc, les anticorps se fixent spécifiquement sur l'antigène immobilisé qui est déjà fixé sur la plaque de polystyrène qu'on utilise pour la technique ELISA. Alors, puis, on va incuber un conjugué anti-immunoglobuline, anti-IgG, donc couplé à la peroxydase qui est une enzyme. Alors, à 37 degrés, pendant 30 minutes à 2 heures, le conjugué est fixé spécifiquement sur les anticorps à doser. Et puis, la révélation des anticorps fixés, on va utiliser une solution révélatrice contenant le substrat spécifique de l'enzyme. Donc, à une température ambiante et à l'obscurité pendant 10 minutes, l'apparition d'une coloration dans le substrat indique la présence d'anticorps à doser. La réaction enzymatique est arrêtée par l'ajout de l'acide sulfurique et la réaction colorimétrique est mesurée au spectrophotomètre. Donc, le résultat obtenu est une densité optique DU qui peut être convertie en unité internationale par comparaison avec une courbe étalon établie avec une série de sérums titrés. Réaction de précipitation. Donc, le principe de ces réactions de précipitation, mettons en jeu un antigène soluble, donc avec des anticorps spécifiques. Alors, sur l'antigène soluble, on a plusieurs épitopes et sur l'anticorps, on a plusieurs paratopes. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Chaque anticorps ne s'y fixe que par l'un de ces paratopes. Les autres paratopes restent libres et peuvent se lier à l'épitope homologue d'une autre molécule antigénique. Donc, il y aura la formation d'un réseau moléculaire tridimensionnel peut se créer où les molécules d'antigènes sont réunies entre elles par des molécules d'anticorps. La taille des agrégats ainsi formés devient importante et leur solubilité diminue. Lorsque leur masse dépasse les forces qui les maintiennent en solution,
ils peuvent devenir insolubles et précipiter spontanément. Donc, plusieurs techniques de précipitation. Alors, voilà, on distingue premièrement la précipitation en liquide, en milieu liquide. Alors, on distingue le ring test ou le test de l'anneau. Alors, c'est une réaction réalisée en microtube, comme c'est illustré sur la photo. La solution d'anticorps est introduite au fond du tube et la solution antigénique est rajoutée. Après le remplissage, le tube est maintenu verticalement. Alors, s'il y aura une réaction anticorps et antigène, c'est une réaction spécifique, il y aura la formation d'un précipité fin et net sous forme d'un anneau. Cette réaction dure au moins 5 minutes. Alors, cet ancien test, surtout qualitatif, est un peu quantitatif par la position de l'anneau. Plus il y a un antigène, plus l'anneau il est bas. Alors, toujours dans les techniques de précipitation en milieu liquide, on a l'immunonéphélimétrie et la turbidimétrie. La néphélimétrie permet de mesurer la diffusion de la lumière par le précipité. Le précipité, c'est cette réaction d'antigène qui présente plusieurs épitopes avec l'anticorps qui présente plusieurs paratopes. Donc, le résultat obtenu est apporté à une gamme d'étalonnage. Cette méthode est bien adaptée à l'immunologie. Elle permet de détecter des protéines à des concentrations de l'ordre de microgrammes par millilitre. L'inconvénient, l'excès d'antigène, l'analyseur spécifique. La turbidimétrie, elle permet de comparer. Dans ce cas, on va comparer l'intensité lumineuse transmise par le précipité en suspension dans le milieu liquide à celle du faisceau incident. Donc, moins sensible que la néphélimétrie, donc excès d'antigène. Donc, deuxième type de technique de précipitation, on a la précipitation au milieu gélifié. Donc, les gels utilisés, on a l'agar pur, qui est un extrait d'algues marines purifiées. L'agar pur est un mélange de deux polyosides, de deux sucres. On a l'agaropactine et l'agarose. Alors, ces deux polyosides sont inertes chimiquement, sont visqueux à une température de 50 degrés, ce qui permet de les inclure avec les antigènes et les anticorps sans qu'ils soient dénaturés. Solide à une température 37 degrés, transparent, permettant l'observation des précipités. Donc, le principe de technique de précipitation en milieu gélifié. Donc, premièrement, on a la diffusion. Lorsqu'un antigène ou un anticorps se trouve dans un milieu gélifié, donc ils vont diffuser dans l'eau d'imbibition du gel. Donc, par conséquent, un gradient de concentration de ces anticorps ou des antigènes décroissante à partir du point d'introduction se produit. Et puis, cette diffusion dans le milieu gélifié réalise donc une dilution continue du réactif. Et puis, ça vient la réaction anticorps-antigène. L'union anticorps-antigène aboutit à la formation d'un complexe de grande taille, ne pouvant plus diffuser dans le gel. Et se forme alors une ligne de précipitation parfaitement visible avec ou sans coloration. L'immunodiffusion ou le test d'Uster-Loni est une technique de précipitation en milieu gélifié. La gélose est coulée en plaque ou en boîte de pétri. L'antigène et l'anticorps diffusent en fonction de leur poids moléculaire à partir de puits creusés à l'emporte-pièce dans la gélose et distants de 15 mm. En général, on place le sérum au centre, comme c'est bien illustré sur la photo, et les antigènes en périphérie. Il se produit ainsi des traits de précipitation dans la région où l'antigène et l'anticorps se rencontrent. C'est une technique qualitative qui consiste à comparer entre elles des solutions antigéniques. Donc, la technique de Mancini aussi, c'est une technique de précipitation en gel. Le gel utilisé, c'est le gel d'agarose qui déjà, il contient un anticorps. Des puits sont percés dans lesquels on met l'antigène. Donc, l'antigène diffuse dans le gel, déplaçant la zone d'équilibre. Donc, après 48 heures, les rayons des anneaux de précipitation qui se sont progressivement éloignés du puits sont mesurés car proportionnels à la quantité d'antigène. L'immunoélectrophorèse, elle permet l'analyse électrophorétique des sérums. Les fractions antigéniques placées dans un champ électrique migrant en fonction de leur charge le long de l'axe de migration. La diffusion perpendiculaire à cet axe
d'un humain sérum montrera des arcs de précipitation, c'est-à-dire le lieu de la rencontre de l'anticorps spécifique avec l'antigène correspondant va se former donc un arc de précipitation. L'immunoélectrophorèse, alors son principe c'est de couler 5 ml de gélose dans le tampon pH égal à 8,2 sur les lames préenduites, laissées solidifier pendant 1 heure à une température du laboratoire ou pendant 4 heures à une température plus 4. Creuser des rigoles et des puits. Alors dans les puits, on va déposer l'antigène soluble. On va laisser migrer sous un courant électrique, alors dans une cuve à électrophorèse à migration horizontale et dans une chambre humide à remplir le sérum dans les rigoles. Laisser diffuser pendant 24 heures à température ambiante et à plus 24 heures à température plus 4. Donc après, on fait un lavage dans un bain de citrate trisodique 5% pendant 3 heures pour éliminer la CRP, la protéine C réactive. Déminéralisation par papille buvard imbibée à l'eau distillée et puis incubation à 37 degrés une nuit. Lavage par le tampon à pH 8,2 et puis coloré par l'amidon Schwartz pendant 7 minutes et décoloré par le méthanol et l'acide acétique dans de l'eau distillée. Alors on aura des témoins positifs et des témoins négatifs. La lecture, l'antigène et l'anticorps diffusent l'un vers l'autre et il se forment alors des arcs de précipitation. Donc, avantage de l'immunoélectrophorèse, bonne spécificité, simple à réaliser, reproductible, peu coûteuse, suivi post-thérapeutique et est une technique de choix pour la standardisation des antigènes. Alors, l'inconvénient, elle est longue à réaliser. Donc, utilise une grande quantité de sérum et d'antigènes, peu sensible donc par rapport aux techniques quantitatives. L'électrocinérase, appelée aussi immunoélectrodiffusion, IED, comme pour les autres de la gélose, est coulée sur une plaque d'acétate de cellulose. Donc l'antigène et l'anticorps sont déposés dans des réservoirs circulaires de 2 mm de diamètre, distants de 10 mm. Et la migration à pH 8,2. La cuve à électrophorèse est remplie d'un tampon pH 8,2. Lors de l'électrophorèse, l'antigène chargé négativement migre vers le pôle positif. Il rencontre ainsi l'anticorps et une ligne de précipitation apparaît. Alors dans l'électrocinérase, donc la migration de l'antigène et de l'anticorps se fait en même temps, alors qu'au cours de l'électrophorèse, d'abord on laisse la migration de l'antigène et puis on va rajouter le sérum. Donc cette technique est à éviter à cause des inconvénients. Donc il y aura beaucoup de faux positifs, mais quand même elle permet le gain de temps et des anticorps. Autre technique, l'immuno-empreinte, immunotransfert ou le Western blot. Cette technique combine le pouvoir de séparation de l'électrophorèse et la grande sensibilité de l'immunodétection, ce qui est en fait un outil performant pour l'identification d'un antigène ou d'un anticorps. Puis le complexe anticorps-antigène peut être visualisé selon la variété de techniques, soit par colorimétrie, la chimie luminescence ou l'autoradiographie. Donc, la première étape du Western blot consiste en la séparation des antigènes. Donc, les protéines d'un extrait tissulaire ou cellulaire ou des protéines recombinantes dénaturées et chargées négativement migrent dans un gel d'acrylamide. Sous l'action d'un champ électrique, elles sont séparées en fonction de leur poids moléculaire. Donc après, on a le transfert des protéines sur membrane. Donc afin de rendre les protéines accessibles à la détection par des anticorps, elles sont d'abord transférées depuis le gel sur lequel ils sont migrés sur une membrane de nitrocellulose sous l'action d'un champ électrique. Troisième étape, c'est le blocage. Pour minimiser les interactions entre la membrane de nitrocellulose et les anticorps, on bloque les sites d'interaction non spécifiques entre ces derniers. Par quel mécanisme? En faisant plonger la membrane dans une solution diluée de protéines, le plus souvent de l'albumine bovine ou du lait sans matière grasse en présence de détergent.
alors qu'est-ce qu'il va se passer? Les protéines dans la solution diluée se lient à la membrane dans tous les sites non occupés par la protéine cible. Donc la détection, l'anticorps sensible et spécifique va se lier directement à la protéine. Et puis pour détecter la réaction anticorps-antigène, on va incuber avec un anticorps secondaire qui est dirigé contre une portion spécifique des anticorps primaires, lié soit à une enzyme ou couplé à un marqueur radioactif, isotope radioactif de l'iode, ou à une molécule fluorescente, la biotine. Donc, l'application du Western blot en parasitologie, en protozoologie, surtout au cours de la leishmaniose viscérale. Le diagnostic de la leishmaniose viscérale est basé sur la caractérisation de 3 groupes d'anticorps correspondant aux antigènes de poids moléculaire compris entre 14 et 16 kDa, 30 et 46 kDa et à environ 30 kDa. Donc, l'intérêt chez les immunodéprimés. Donc, le Western blot aussi trouve son utilité au cours de la toxoplasmose, surtout congénitale. Donc, cette technique est d'un grand apport donc, au diagnostic. Elle permet de comparer le sérum de la mère et celui de l'enfant. Alors, dans le diagnostic de la toxoplasmose congénitale, alors un nouveau-né indemne de toxoplasmose congénitale, les bandes de la mère sont identiques donc, à celles de l'enfant. Le nouveau-né atteint, donc les bandes, on a des bandes spécifiques du nouveau-né, sont différentes de ceux de la mère, et aussi le Western blot trouve son utilité au cours de la toxoplasmose oculaire et la toxoplasmose chez l'immunodéprimé. Donc aussi en helminthologie, donc surtout la bilharziose, donc des bandes 65 kDa, des bandes de 120 kDa. Au cours de la trichinellose, présence de 3 bandes spécifiques de 43, 44 et 64 kDa. Donc, au cours de la fasciolose, donc un intérêt épidémiologique, donc des bandes de 60 kDa, 42 kDa, donc 27 à 28 kDa, de 8 à 9 kDa. Le Day Test ou le test de Lys, mis en point par Sabin et Feldman en 1948, est modifié par Demont en 1955. Alors, c'est la première technique utilisée dans le sérodiagnostic de la toxoplasmose. La technique de référence, il s'agit d'une technique de référence, mais n'est réalisée que dans quelques laboratoires spécialisés. Son principe est basé sur la liste des toxoplasmes vivants, bien sûr en présence des anticorps spécifiques et du complément. Alors, si la réaction positive et aura la présence des anticorps donc, dans le sérum, il y aura une liste des toxoplasmes qui perdent leur affinité tinctoriale pour le bleu de méthylène, donc non colorable. C'est la réaction de Sabin et Feldman. Donc, son avantage majeur et sa spécificité, c'est la technique de référence. C'est une technique très sensible. Le seuil de positivité est de 2 unités internationales par millilitre. Les inconvénients, elle ne permet pas de titrer séparément les IgG et les IgM. Elle nécessite l'entretien de la souche sur souris et sa lecture est difficile. Donc, toujours dans les autres techniques, on a le Circum ova, décrit en 1954 par Gonzalez. Sur une lame porte-objet, on incube le sérum du malade avec un œuf vivant de Schistosoma mansoni à 37 degrés pendant 48 à 72 heures dans une chambre humide. La lecture se fait au microscope. Une réaction positive se traduit par la formation de précipités digitiformes autour de l'œuf. La deuxième technique, la technique de Vogel et Minning, donc le même principe que la précédente. Et dans ce cas, l'antigène figuré est représenté par les fucocercaires. Donc une réaction positive se traduit par la formation ou bien par le décollement de la paroi péricercarienne des fucocercaires mis en présence d'un sérum du patient parasité. Alors cette méthode est sensible, permet un diagnostic précoce dès les premières semaines de la parasitose.